Pourquoi des personnes pourtant intelligentes prennent-elles si souvent des décisions financières qui défient toute logique? C'est une excellente question et c'est le mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Bienvenue dans cette plongée au cœur de la finance comportementale, le domaine qui nous révèle ce qui se passe vraiment dans notre tête quand on parle d'argent. Alors mettons tout de suite les pieds dans le plat. D'un côté, on a la finance traditionnelle, qui a longtemps supposé que l'être humain était une sorte de supercalculateur, toujours parfaitement rationnel. Et de l'autre, la finance comportementale, qui vient tout dynamiter avec une idée bien plus proche de la réalité. Nous sommes irrationnels, oui, mais d'une manière totalement prévisible. Nos erreurs ne sont pas le fruit du hasard, elles suivent des schémas bien précis. Pour comprendre cette irrationalité, il faut d'abord s'intéresser à la façon dont on ressent les gains et les pertes. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout symétrique. Le concept qui change tout ici, c'est la fameuse théorie des perspectives. L'idée révolutionnaire, c'est que tout est relatif. Ce qui compte pour notre cerveau, ce n'est pas la somme totale qu'on possède, mais plutôt le gain ou la perte depuis notre point de départ. En clair, gagner 100 € ne procure pas du tout le même choc émotionnel que d'en perdre 100. Et voici le chiffre qui met tout le monde d'accord. Des études ont montré encore et encore que la douleur d'une perte est ressentie environ 2 fois et demie plus fort que le plaisir d'un gain du même montant. C'est énorme. Cette aversion à la perte, comme on l'appelle, est un moteur psychologique surpuissant qui guide une bonne partie de nos choix financiers. Et bien sûr, cette peur panique de perdre a des conséquences directes et souvent coûteuses. C'est ce qu'on appelle l'effet de disposition. Pour vite savourer le petit plaisir d'un gain, on va vendre nos actions gagnantes bien trop tôt. Et à l'inverse, pour repousser le plus longtemps possible la douleur de la perte, on s'accroche désespérément à nos actions perdantes en priant pour un miracle. C'est un grand classique et c'est absolument dévastateur pour un portefeuille. Bon, maintenant qu'on a vu nos émotions, passons aux angles morts de notre cerveau. Ces fameux biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qu'on utilise tous les jours et qui en finance peuvent nous coûter une fortune. Le premier, et sans doute le plus commun, c'est le biais de surconfiance. C'est cette petite voix en nous qui murmure qu'on est un peu meilleur que les autres pour flairer les bons coups en bourse. On a tendance à surestimer nos compétences et la qualité des informations qu'on détient. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une impression. On a des preuves, des chiffres. Des études devenues cultes ont montré que les investisseurs les plus actifs, ceux qui sont surconfiants et qui font beaucoup plus de transactions, eh bien, ils obtiennent en fait des rendements plus faibles. Leur agitation se fait dévorer par les frais et les mauvais timings. D'ailleurs, cette surconfiance est souvent liée à ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. L'expérience du billet de loterie est géniale pour ça. Le simple fait de choisir son propre billet nous donne l'impression qu'il a plus de chances de gagner, même si on sait pertinemment que les probabilités sont identiques. On a cette croyance tenace qu'on peut influencer le hasard. Un autre piège mental très courant, c'est le biais d'ancrage. C'est notre manie de nous accrocher à la toute première information qu'on reçoit, qu'elle soit pertinente ou non. Ce premier chiffre, cette ancre, va ensuite influencer, voire complètement fausser tous nos jugements par la suite. Et attention, ce n'est pas juste une petite curiosité psychologique, hein. L'impact est massif et mesurable. On a carrément calculé une forte corrélation entre ce biais et les erreurs de prévision. Pour le dire plus simplement, le biais d'ancrage peut expliquer à lui seul plus d'un tiers des erreurs dans l'élaboration d'un budget. Le premier chiffre qu'on entend a un pouvoir démesuré sur notre cerveau. C'est fou. Ok, on a exploré notre petite psychologie individuelle. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand tous ces biais s'additionnent, quand des millions de personnes commencent à penser de la même façon au même moment. Là, ça peut devenir carrément explosif. C'est ce qu'on nomme le comportement grégaire, l'effet de troupeau. Au lieu de faire nos propres recherches, on se met à suivre ce que fait la masse. C'est un vieil instinct de survie. À la préhistoire, s'éloigner du groupe, c'était la mort assurée. Le problème, c'est que sur les marchés financiers, suivre le troupeau mène souvent droit à la falaise. On a un exemple parfait et très récent de ce phénomène avec le Bitcoin. Entre l'été 2020 et l'automne 2021, on a assisté à une envolée spectaculaire de plus de 600%. Bien sûr qu'il y avait des facteurs économiques, mais une grande partie de cette hausse a été alimentée par une pure vague d'imitation, une frénésie collective. Et le carburant de ce grand mouvement de foule, on le connaît tous. Il a même un petit nom, FOMO. Fear of missing out, la peur de rater le train. C'est cette angoisse terrible de voir les autres s'enrichir avec une opportunité en or pendant qu'on reste sur le bord de la route. Cette émotion est si forte qu'elle nous pousse à jeter toute prudence par la fenêtre. Bon, c'est bien beau de parler de psychologie, mais concrètement, ça coûte combien tous ces biais? Parce qu'au final, ils ne sont pas juste théoriques, ils ont un impact direct, mesurable sur nos performances financières. Alors, accrochez-vous, premier chiffre, et il fait mal. Rien que l'effet de disposition.
Cette manie de vendre ses gagnants trop tôt et de garder ses perdants trop longtemps, ça peut nous coûter jusqu'à 3% de performance par an, chaque année. C'est une perte colossale sur le long terme. Et ce n'est pas tout. Ajoutez à cela la surconfiance, qui nous pousse à trop acheter et vendre, et vous pouvez encore retirer jusqu'à 2% de rendement annuel. Quand on cumule tout ça sur des décennies, la différence est juste astronomique. Et surtout, il ne faut pas croire que ça ne concerne que quelques personnes. Pas du tout. Regardez bien ce graphique, il est sans appel. On estime que 80% des portefeuilles des investisseurs particuliers sont directement impactés par ces biais. Autrement dit, 4 investisseurs sur 5 sont concernés. Ce n'est pas l'exception, c'est la norme. On arrive donc à la fin de notre exploration. On a mis des noms sur nos erreurs, on a identifié les pièges, on a même chiffré leurs coûts. Prendre conscience de tout ça, c'est évidemment la première étape, c'est essentiel. Mais la grande question reste posée. Est-ce que le simple fait de connaître nos propres faiblesses est vraiment suffisant pour nous empêcher de tomber dedans? La réflexion reste ouverte.